Ravi de vous retrouver sur ce plateau du journal télévisé de la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition du dimanche 29 mars 2026. À la une de nos actualités, Madagascar commémore ce 29 mars le 79e anniversaire de l'insurrection des nationalistes malagasy contre le système colonial français. Une commémoration placée cette année sous le thème « Lutte pour la liberté, refondation du patriotisme ». Une journée pour rendre hommage à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et pour la nation. La commémoration a débuté par une cérémonie officielle présidée par le président de la refondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Randjanirin, au mausolée d'Aval Djambouitsaïn. Dépôt de gerbes de fleurs, allumage de feu Artsmat, remise d'enveloppes financières pour les anciens combattants présents à cette cérémonie, ainsi qu'une représentation artistique des événements du 29 mars 1947 ont été au programme. Puis, après cette cérémonie à Aval Djambouitsaïn, le chef de l'État s'est rendu à Muramang, lieu hautement symbolique dans l'insurrection de 1947 pour présider une autre cérémonie commémorative. En effet, c'était à Muramang que la répression a été la plus sanglante. Environ 20 000 Malagasy y ont été tués. Lors de cette cérémonie à Muramang, le président de la Fondation a prononcé un discours durant lequel il a lancé un appel fort à la solidarité nationale. Et puis, en parallèle à ces deux événements, une cérémonie de dépôt de gerbes s'est également tenue au stèle des martyrs d'Ambuzatouf. Cérémonie présidée par le Premier ministre Radzon Arsoumamtine Jeannot-Ruffin, assistée par les chefs d'institutions, et d'autres événements commémoratifs se sont aussi déroulés dans les districts et régions de Madagascar. Et enchaînant à présent avec un tout autre sujet, ils sont 30 à composer le nouveau gouvernement dirigé par Mamdine Radzon Arsan, 29 ministres et un ministre délégué. 13 d'entre eux sont des nouvelles têtes qui font leur entrée au sein du gouvernement. Et sur ces 30 ministres, 9 sont des femmes. La cérémonie de présentation des membres du nouveau gouvernement s'est tenue mercredi dernier au Palais d'État d'Yavlou. 17 ministres ayant déjà fait partie du gouvernement précédent ont été reconduits dans leurs fonctions au sein du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Radzon Arsoumamtine Jeannot-Ruffin. Parmi ceux qui continuent de bénéficier de la confiance du chef du gouvernement et du président de la refondation figurent notamment le ministre des Forces armées, le général Razaftoum Mamnirin Eli, le ministre de la Sécurité publique, l'inspecteur général de police Eric Michel Idrissa, ainsi que le ministre délégué chargé de la gendarmerie nationale, le général Bama Marim. Ces 3 responsables restent ainsi en charge des secteurs clés de la défense et de la sécurité. Sont également maintenus à leur poste la ministre de la Justice, Vanir Souirnev, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Rakoutenanda Sanavel Nzaratiaray, le ministre de l'Économie et des Finances, Ramiar Soir Nzatouveme, la ministre chargée de la refondation, Razaf Manansoulou Bouantinian, le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, le général Ilson René de Roland, la ministre de la Santé publique, Dr Manana Monira, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Ravoun Manansou Ndaouyal Mandavi, la ministre du Commerce et de la Consommation, Andi Amadson Michela Ingtin, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Andi Amparan Karl, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Vloulniena Lucie, la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Razaf Ndianiena Minsou Anzaratina Ilia, le ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Andi Amampiadena Maïf, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rassamban, ainsi que le ministre de la Communication et de la Culture, Ogaskar Fensou Mandjinjarfoun. Par ailleurs, 13 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement afin de renforcer la dynamique de la refondation nationale. Il s'agit notamment de la ministre des Affaires étrangères, Alice Ndiaye, du ministre des Travaux publics, Sambilasson Richard Rafef Manan, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Macteni Franconio,
du ministre des Transports et de la Météorologie, Andjé Naval Naramanambula Yersu, du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Maharav Jean, du ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, Jinenampu Nera Armanzat, du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Radunijina Luka Rabiarmang, du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Nolav Lukaristide Andjiansial, du ministre de l'Éducation nationale, Senjanijina Razonarson, du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Tudsoin Dimampanj, de la ministre de la Population et de la Solidarité, Wang Nijina Katiara Koutunien, du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ngaïton Ramindu, et du ministre de l'Élevage, Rina Nantene Ndjian Menzanaaj. Ces 30 ministres ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux en 4 étapes. Celui-ci comprenait l'évaluation des compétences et de l'expérience, la vérification de l'intégrité et des engagements, incluant la signature d'une lettre d'engagement et la déclaration du patrimoine, ainsi qu'une enquête sur la moralité. Enfin, le polygraphe ou détecteur de mensonges a été utilisé pour garantir la transparence du processus. Lors de cette cérémonie de présentation des membres du nouveau gouvernement, le président de la refondation, le colonel Michael Randjenirin, a posé le cadre et les exigences imposées aux ministres. Le chef de l'État a insisté sur la rigueur attendue de chaque membre de l'exécutif, avertissant que toute inefficacité ou implication dans des affaires de corruption entraînera une démission immédiate, assortie de poursuites pénales. Il a également rappelé l'obligation de déclaration de patrimoine avant toute prise de fonction. Les ministres sont ainsi appelés à placer l'intérêt du peuple au-dessus de leurs intérêts personnels ou partisans. S'agissant des priorités gouvernementales, l'amélioration des conditions de vie de la population figure en tête des préoccupations. L'exécutif entend poursuivre les efforts déjà engagés dans plusieurs secteurs clés, notamment l'alimentation, l'accès aux besoins essentiels, l'énergie et la sécurité. La réhabilitation de la région Atsnanan fait également partie des chantiers prioritaires. Par ailleurs, le chef de l'État a insisté sur la mise en place d'une stratégie nationale visant à anticiper les répercussions de la guerre entre Israël et l'Iran et l'organisation d'une concertation nationale en vue de l'élaboration d'une nouvelle constitution et d'une loi électorale. Sur le plan de la gouvernance, le président a évoqué le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds publics. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête sur un présumé détournement de 3111 milliards d'ariars en 2025. Déjà transmis à l'inspection générale de l'État, ce dossier devrait connaître des avancées significatives dans un délai de 45 jours. En outre, la lutte contre la corruption demeure une priorité absolue. Dans cette optique, une autre enquête est en cours concernant un détournement de 20 milliards d'ariars au sein du fonds souverain. Et pour conclure, le chef de l'État a affirmé que les autorités ne toléreront plus aucune tentative de déstabilisation ni de manipulation visant à diviser le peuple malagasy. Et puis, dans le domaine de la diplomatie, Madagascar et la Guinée équatoriale s'engagent à renforcer leur collaboration dans plusieurs secteurs, notamment commerciaux et économiques. Les deux pays entendent également promouvoir la coopération sud-sud entre États africains. Lors de la célébration déclaration conjointe des deux chefs d'État, la signature de plusieurs accords de coopération couvrant divers domaines de développement a été annoncée. Au-delà du lancement d'un partenariat diplomatique, commercial et économique, le président équato-guinéen a également proposé un appui à la réforme de la gouvernance politique à Madagascar. Par ailleurs, une rencontre avec la diaspora malagasy a été organisée. Retour sur les temps forts avec Marc Tchermakout à travers un reportage réalisé par Papi Stéphane. Les relations diplomatiques entre Madagascar et la Guinée équatoriale sont solides, fondées sur la confiance et la fraternité. Cette relation, inscrite dans une dynamique de coopération sud-sud, devrait apporter des bénéfices aux deux parties. Le président de la refondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Randjenirin, a indiqué que de nombreux secteurs stratégiques ont été abordés lors de sa rencontre avec son homologue équato-guinéen. Il a également souligné qu'il tient pleinement compte des conseils et avis du président de la Guinée équatoriale afin d'apporter des solutions durables et pérennes aux crises que traverse actuellement Madagascar. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la coopération sud-sud, notamment entre partenaires partageant une même vision, celle du développement économique. L'autosuffisance alimentaire, le développement de tous les secteurs, notamment l'énergie et les ressources marines, figurent parmi les priorités évoquées.
La fraternité entre les pays africains est essentielle. La distance qui sépare les deux nations ne constitue pas un obstacle. Seule la vision et les ambitions comptent pour bâtir un avenir meilleur. Les échanges commerciaux, les investissements, la biodiversité, le tourisme et la culture seront ainsi valorisés. L'objectif est de faire de l'axe atlantique indien un modèle de coopération en Afrique. De son côté, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a souligné qu'en tant que doyen, il a prodigué des conseils à son homologue pour mieux conduire la transition à Madagascar. Selon lui, tout doit commencer par le dialogue et les concertations. Les partis politiques, la société civile, le secteur privé ainsi que l'ensemble des entités concernées doivent y participer. Il a également évoqué la nécessité pour Madagascar de mettre en place une politique de régulation des partis politiques, actuellement au nombre de plus de 300. Lors de la rencontre entre le président de la refondation de la République de Madagascar et la diaspora malagasy, les aspects sociaux, économiques et politiques ont également été abordés. La diaspora a souligné que les échanges commerciaux constitueraient une véritable opportunité pour Madagascar, notamment parce que plus de 90% des produits consommés en Guinée équatoriale sont importés. La diaspora s'est dite prête à contribuer activement au développement de Madagascar. Lors de ce déplacement en Guinée équatoriale, le colonel Michael Randjénirine, président de la refondation de la République de Madagascar, a rencontré le chef d'État équato-guinéen. Cette visite revêt une importance stratégique pour la grande île qui souhaite s'inspirer du modèle équato-guinéen afin de développer l'exploitation des ressources en hydrocarbures. L'objectif est de valoriser le potentiel pétrolier et les ressources en gaz de Madagascar afin d'avoir des partenariats pour avancer dans ce projet. Sandra Akoutorsan nous en dit plus. Le colonel Michael Randjénirine, président de la refondation de la République de Madagascar, a récemment effectué une tournée diplomatique en Afrique où il s'est rendu en Guinée équatoriale et a rencontré le chef d'État Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en marge du sommet de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique qui se tient à Malabo du 27 au 29 mars. Cette visite s'inscrit dans la stratégie de Madagascar pour renforcer ses relations bilatérales et développer le secteur des hydrocarbures. Le colonel Michael Randjénirine affirme que le pays souhaite s'inspirer du succès de la Guinée équatoriale où pétrole et gaz ont été pleinement valorisés pour soutenir la croissance économique. Dans ce cadre, il a visité le complexe pétrolier de Ponta Europa, l'un des plus grands sites d'extraction d'Afrique, afin de mieux comprendre les pratiques qui permettent d'optimiser l'exploitation des ressources énergétiques. Madagascar dispose également des gisements prometteurs, notamment à Bemlang et Timrur, encore peu exploités. Ainsi, le gouvernement cherche désormais des partenaires techniques et financiers pour développer ces ressources. Au-delà de l'économie, cette initiative s'inscrit dans une démarche de coopération sud-sud visant à renforcer les partenariats avec d'autres pays africains et à transformer les ressources naturelles en moteur durable de croissance pour Madagascar. Et puis un tout autre sujet, face à la recrudescence des actes de corruption, le renforcement des sanctions à l'encontre des acteurs apparaît désormais comme une nécessité. Selon le rapport publié vendredi dernier par le Bianco, plus de 600 cas ont été recensés au cours de l'année 2025. Les collectivités territoriales décentralisées concentrent le plus grand nombre de plaintes enregistrées. De leur côté, les services fonciers se distinguent par un nombre particulièrement élevé d'agents impliqués dans des faits de corruption, souligne la même source, Nandian Azamdjamar et Joëlson Adjampalen. Les investigations menées en 2025 ont décelé 641 cas de corruption. Un dossier peut contenir plusieurs infractions de corruption, selon le rapport du Bianco. Infractions de corruption commises pour la plupart au niveau des collectivités territoriales décentralisées, des services fonciers, mais également au sein de la justice. Les dossiers ont été transmis au niveau du ministère de la Justice, rapporte le directeur général du Bianco.
Les enquêtes ont également mis la main sur des fonds détournés. Plus de 200 milliards d'ariars ont été saisis et gelés. En termes de recouvrement des avoirs illicites, il y a un processus qui inclut la détection des avoirs illicites et aussi le jugement et le recouvrement des avoirs illicites. Donc nous, le Bianco, nous intervenons surtout en amont dans le cadre de la détection, l'identification des avoirs illicites. On a fait un gel des comptes d'un montant plus de 21 milliards d'ariars et aussi des saisies d'un montant total 113 milliards d'ariars. Et le total d'évaluation, d'estimation donc de gel et de saisies que nous avons effectué l'année dernière, ça s'élève jusqu'à 278 milliards d'ariars. Les investigations ont aussi mis en lumière des failles dans l'organisation des concours administratifs à Madagascar. Le Bianco a pu prévenir des cas de corruption lors du concours d'entrée pour l'année 2024 à l'École nationale de la magistrature et des greffes. Le système d'organisation des concours, il faut vraiment les améliorer. Parce que le concours administratif doit être vraiment crédible, transparent, et que les gens, les candidats, tous les citoyens doivent vraiment avoir confiance à l'organisateur de ces concours administratifs. Donc on va travailler là-dessus, on va les épauler, ces organisateurs. Les concours administratifs, c'est une porte d'entrée dans la fonction publique. Et ces gens qui vont être recrutés à travers ces concours, ils seront les premiers responsables, les hauts responsables de ces pays. Donc on a vraiment intérêt à travailler ensemble pour améliorer ce système de recrutement. La corruption étant en train de s'enraciner à Madagascar, le Bianco propose de renforcer le suivi des tentatives de corruption, les sanctions pénales, mais aussi le recouvrement des avoirs illicites. Les petites et moyennes entreprises ou PME contribuent au PIB de Madagascar. Elles constituent la majorité du tissu économique du pays. Cependant, la plupart d'entre elles évoluent dans le secteur informel. Les détails avec Miran Genzaf et Roger Ndjemanal. On estime environ 300 000 le nombre d'entreprises implantées à Madagascar. Plus de 85% d'entre elles sont des petites et moyennes entreprises ou PME. Par secteur d'activité, 25% évoluent dans l'agriculture et l'élevage, 40% dans le commerce, le secteur largement dominant, et près de 10% dans l'industrie. Cependant, moins de 20% des PME sont officiellement enregistrées, tandis que près de 80% opèrent dans le secteur informel. Environ 90%, soit près de 270 000 entreprises, sont dirigées par les Malagasy et le 10% restant, bien que minoritaires, ceux détenus par des étrangers. Et qui disposent généralement de moyens financiers plus importants et interviennent principalement dans l'industrie, les télécommunications et le tourisme à grande échelle. Par ailleurs, 30 à 40% des entreprises à Madagascar sont dirigées par des femmes. Celles-ci sont surtout activées dans le commerce et l'artisanat. Parmi elles, Madame Natasha Rasenjaniadan, chef d'entreprise depuis 10 ans, s'illustre par son engagement dans l'accompagnement à la création d'entreprises. Elle a déjà aidé à construire les dossiers de près de 100 entreprises en cours de la dernière décennie. À ce propos, quels sont les documents nécessaires pour créer une entreprise à Madagascar? La première étape qu'il faut faire avant de monter une société, c'est l'étude de projet. Donc premièrement, il y a le concept et l'offre. Donc il faut savoir quel service ou produit vous allez proposer, quels problèmes vous allez résoudre pour vos futurs clients et quelles sont vos forces, vos points de vigilance. Ensuite, il faut faire l'étude de marché. Donc c'est déterminer la clientèle qui seront vos clients cibles, particuliers, entreprises ou bien secteurs d'activité. Pour la concurrence aussi, il faut voir qui est-ce qui propose déjà une offre similaire à la vôtre. Est-ce qu'ils ont des produits meilleurs que les vôtres? Et voir aussi l'environnement auquel vous allez opérer. C'est-à-dire voir s'il y a des contraintes réglementaires spécifiques
relatives à vos activités. Ensuite, il faut voir les besoins opérationnels et les moyens. Donc, il y aura les ressources humaines. Il faut voir de quelles ressources vous aurez besoin dans l'immédiat pour pouvoir démarrer. Et après, les moyens matériels aussi, il faut savoir le local, le matériel informatique dont vous aurez besoin, les logiciels ou bien les mobiliers. Et les partenaires clés aussi, il faut déjà bien étudier qui seront vos fournisseurs, vos banques, les experts comptables avec qui vous allez travailler. Notons que le PME représente près de 60% du PIB du pays et joue ainsi un rôle dans le développement économique de Madagascar. L'Office de la radio et de la télévision malagasy s'engage dans une vaste réforme en partenariat avec des acteurs chinois. Ce projet vise à moderniser les infrastructures vieillissantes, mises à mal notamment après l'incendie de 2009. Une mission technique chinoise a récemment visité le siège de l'ORTM et le site à Mbongtsimbun pour évaluer l'état des équipements et identifier les priorités. Une fois validé, ce projet devrait permettre à l'ORTM d'offrir des services de meilleure qualité. Un reportage effectué par Sandra Rakoutorsan et Fenrandje Malal. L'Office de la radio et de la télévision malagasy, l'ORTM, s'engage dans une vaste réforme en partenariat avec des acteurs chinois dans un contexte marqué par la dégradation progressive de ces infrastructures et équipements, notamment à la suite de l'incendie survenu en 2009. Face à des installations devenues inadaptées aux exigences actuelles du public, la Direction générale a initié un projet ambitieux de rénovation et de modernisation, une démarche qui a rapidement suscité la réaction des partenaires chinois, lesquels ont dépêché une mission technique pour entamer la phase de diagnostic, étape clé destinée à recenser et à hiérarchiser les dysfonctionnements. Cette mission a conduit la délégation à visiter le siège de l'ORTM ainsi que le site d'Mbongtsimbun où elle a pu constater l'état des infrastructures, le vieillissement des matériaux et les contraintes pesant sur la diffusion de l'information à l'échelle nationale. Le projet est donc désormais en attente de validation officielle et une fois cette étape franchie, il devrait poser les fondations d'une modernisation durable avec pour objectif d'améliorer la qualité des services offerts au public malagasy et d'adapter l'ORTM aux évolutions du paysage audiovisuel. À l'instar des autres districts de Madagascar, les futurs opérateurs chargés de l'enrôlement biométrique à Marvoy suivent actuellement une formation axée à la fois sur les procédures à respecter et sur la maîtrise des kits techniques nécessaires à cette opération. Parallèlement, les responsables du district ont mis en place une stratégie pour assurer le bon déroulement et la fluidité de l'organisation le moment venu. En amont, des actions de sensibilisation ont été menées auprès des citoyens âgés de plus de 18 ans dans le cadre du projet Isaou Tukana. Le reportage se place de Nanson Dimasnour de Jackie Rakoutomanga. L'enrôlement biométrique se déroulera au niveau des communes. Les citoyens concernés sont invités à se munir d'une pièce d'identité, notamment une copie d'acte de naissance, une carte d'identité nationale, un passeport ou encore un permis de conduire. Dans le district de Marvoy, la formation des agents chargés de l'utilisation des kits d'enrôlement est actuellement en cours. À l'issue des 10 jours de formation, seuls 36 agents seront retenus. La procédure d'enrôlement se veut simple et structurée. Une fois au bureau communal, l'usager présente sa pièce d'identité, remplit un formulaire, puis se dirige vers l'opérateur pour la capture des données biométriques, scan de l'iris, empreinte digitale et prise de photos. L'étape suivante consiste en la signature d'une lettre de consentement numérique. Bien que facultative, cette dernière conditionne l'attribution du numéro unique d'identification ou NUI. Pour les personnes ne disposant pas de pièce d'identité, une procédure spécifique est prévue. Elles devront être accompagnées de 2 témoins déjà détenteurs de leur NUI. En amont de l'opération, la sensibilisation des populations apparaît comme un enjeu majeur. Afin de faciliter le déroulement de l'enrôlement, les autorités locales du district de Marvoy ont procédé au recensement au niveau de chaque ménage des citoyens âgés de plus de 18 ans, en distinguant ceux disposant de pièces d'identité de ceux qui n'en ont pas.
Par ailleurs, une réunion technique entre les chefs de Fouctan du district ainsi que le représentant du projet Prodigy a eu lieu. L'objectif était de rappeler l'importance de l'enrôlement biométrique et de préciser les différentes étapes à suivre. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du projet Isaoutukan, initiative phare de la politique de digitalisation. Et un mot sur le domaine de l'environnement pour clore notre journal de ce dimanche. Madagascar, par le biais de financement du Fonds pour l'environnement mondial, a mis en œuvre une stratégie de restauration des écosystèmes à travers le projet IREMA. La Grande Île se positionne ainsi parmi les pays engagés dans une dynamique globale de restauration des écosystèmes, de préservation de la biodiversité et de promotion du développement durable. Le lancement officiel du projet a eu lieu la semaine dernière, bien que les travaux sur le terrain aient débuté dès 2022. Marc Charamakut sur les images de Roger Ndemanal. Le parc national de la montagne d'Ambre dans la région d'Iana, le corridor Ankenin-Zahamen dans la région Lochamangour, le paysage harmonieux protégé de Bemanevk, la réserve de ressources naturelles de Maïmburund dans la région Sofia, le corridor forestier Ambustravundus dans la région Murumbani, ainsi que Kianzavatu dans la région Vatfnan, constituent les principaux sites d'intervention du projet IREMA au renforcement des investissements dans la restauration des écosystèmes à Madagascar. Ce projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 14 millions de dollars. Il bénéficie également de l'appui technique du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le projet vise à renforcer les investissements dans la restauration des paysages dégradés à travers une approche intégrée incluant les paysages forestiers, les zones de pâturage et les terres agricoles, tout en prenant en compte les réalités socio-économiques, notamment la pression liée à la pauvreté. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné que les travaux sur le terrain ont commencé depuis 2022 et que des résultats commencent déjà à être visibles. Madagascar est ainsi sur la bonne voie. Une fois restaurées, ces zones pourront produire plus de 50 millions de tonnes d'oxygène valorisables sous forme de crédit carbone. Une vingtaine de pays bénéficient du projet IREMA et un concours des meilleurs résultats est actuellement en cours. Le projet IREMA accorde une importance particulière à la mobilisation de financement durable pour la restauration à travers une composante dédiée au mécanisme de financement visant à structurer des investissements pérennes et à renforcer l'implication du secteur privé. Reposant sur une approche participative et inclusive, le projet IREMA marque ainsi une étape stratégique dans les efforts de Madagascar pour inverser la tendance à la dégradation des écosystèmes et à renforcer les investissements durables et construire des paysages résilients au service du développement du pays. Voilà donc pour les essentiels de nos actualités de cette semaine. C'est également la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer et à le réaliser. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de la TVM. Sur ce, au revoir et bonne semaine à tous.